Je ne cherchais pas ce travail. En fait, je n'ai jamais pensé que cela durerait si longtemps, mais parfois la vie nous place exactement là où nous devons être, même si nous ne le comprenons pas au début. La maison de retraite Saint-Gabriel n'était pas luxueuse, mais elle avait son charme, un bâtiment ancien, ceux avec de hauts plafonds, de longs couloirs et un mélange d'odeurs de médicaments, de soupe chaude et de souvenirs. Ils m'ont embauché comme gardien de nuit, quelqu'un qui ferait des rondes, vérifierait les portes, aiderait si quelqu'un tombait. Rien d'extraordinaire. Pendant les premières années, tout semblait normal. Il y avait des personnes âgées avec des histoires différentes, d'anciens militaires, des enseignantes retraitées, des poètes frustrés et même un ex-clown de cirque qui ne parlait plus depuis son arrivée. Je les écoutais, leur souriais et avec le temps, j'ai appris à les aimer. Mais ce fut dans ma 7e année que quelque chose s'est produit que je n'ai pas pu expliquer. Don Ernesto, un homme serein, avec une voix douce et un regard qui traversait n'importe quelle âme, est mort à l'aube d'un lundi. J'étais là. Je lui ai tenu la main quand il a rendu son dernier souffle. J'ai pleuré en silence quand son corps a été retiré de la chambre 14. Et pourtant, le lendemain, quand je suis descendu à la salle à manger pour vérifier la thermos de café, je l'ai vu assis sur sa même chaise, avec la même petite couverture à carreaux sur les jambes, regardant par la fenêtre comme il le faisait toujours. J'ai cligné des yeux, je me suis approché. Vide. La chaise était vide. J'ai pensé que j'étais fatigué, que c'était une hallucination, que la douleur me jouait un mauvais tour, mais ensuite c'est arrivé avec une autre résidente et puis avec un autre. Les morts revenaient, pas de manière agressive, pas comme des spectres de film, mais avec un calme effrayant, comme s'ils ne savaient pas qu'ils n'appartenaient plus à ce monde. Et là, ma routine a changé pour toujours. Après avoir vu Don Ernesto dans la salle à manger, j'ai essayé de me convaincre que c'était mon esprit qui me jouait un mauvais tour. Cela faisait des semaines que je dormais mal, avec des doubles quarts et la mort de quelqu'un que j'avais soigné pendant des années. Oui, cela pouvait m'affecter. Je me le répétais. En lavant les verres, en vérifiant les couloirs sombres lors de mes rondes, en me réfugiant dans le murmure de la télévision allumée dans la salle de repos. Mais cette nuit-là, quelque chose en moi avait déjà changé. La semaine suivante, Madame Rosa est décédée. Elle avait 89 ans, mais elle tricotait encore. Comme si le temps ne lui pesait pas. Elle était la plus souriante, celle qui laissait toujours un bonbon à la réception pour celui qui en avait le plus besoin. La nuit où elle est partie, j'ai dû préparer sa chambre pour recevoir la famille. Le lendemain, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer, j'ai arrangé son châle sur le lit aidant. Une impulsion que je n'ai pas su expliquer, j'ai laissé sa radio allumée. Cette petite radio en bois qui ne captait que des boléros anciens et qu'elle n'éteignait jamais. Cette même nuit, pendant que je faisais ma ronde de routine, j'ai entendu de la musique dans la salle à manger. Je me suis arrêté. Le volume était bas, mais clair. J'ai reconnu la chanson au Contigo apprendie, la radio de Madame Rosa. Je suis allé directement à sa chambre, vide, silencieuse. La radio était éteinte, il n'y avait pas de pile, elle était débranchée. Je suis retourné à la salle à manger et elle était là, de dos. Assise dans le coin où elle avait l'habitude de tricoter, avec le même châle, les mêmes tresses, les doigts emmêlant un fil invisible. Elle a tourné la tête à peine, comme si elle savait que j'étais là et en un clin d'œil. Elle s'est évanouie. Je n'ai pas crié, je n'ai pas couru, je n'ai pas ressenti de peur, juste une tristesse que je n'avais jamais ressentie, un mélange de nostalgie, d'inquiétude, de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Depuis lors, j'ai commencé à remarquer un schéma. Ce n'étaient pas tous. Tous ceux qui partaient ne revenaient pas, seulement quelques-uns. Ceux qui étaient morts avec des affaires inachevées, avec des mots non dits, avec un silence profond. Il y avait des nuits où j'entendais des pas doux dans le couloir. Des chaises bougeant dans la salle à manger sans raison ou le léger murmure d'une voix appelant quelqu'un par son nom qui ne répondait plus, mais ce n'était jamais menaçant. Au contraire, c'était comme s'il cherchait à dire au revoir ou à rester. Le jour où j'ai décidé de le raconter,
personne ne m'a cru. Mes collègues ont ri nerveusement. L'un m'a dit que je voyais des choses parce que je faisais déjà partie des murs de l'endroit. Un autre m'a demandé de ne plus parler de ça devant les résidents par respect. Alors j'ai gardé le silence. J'ai gardé chaque expérience comme un secret entre eux et moi, mais je savais que je n'étais pas fou. Je savais que pour une raison quelconque, certains d'entre eux ne voulaient simplement pas partir. Le temps dans une maison de retraite ne se mesure pas par les saisons ni les calendriers, il se mesure par les visages qui disparaissent, par les lits vides, par les tableaux qui restent accrochés après un départ silencieux. Et on s'habitue, ou du moins c'est ce que je croyais. Mais après ce que j'ai commencé à vivre, je ne pouvais plus regarder cet endroit avec les mêmes yeux. Une nuit, en révisant les dossiers médicaux du moi dans le bureau, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Le registre des décès de la maison de retraite. Je n'aurais pas dû le consulter, ce n'était pas dans mes fonctions, mais quelque chose m'a poussé à le faire et là je l'ai vu. Il y avait des noms que je ne me rappelais pas, 3 en particulier, 3 personnes qui, selon l'archive, étaient décédées il y a plus de 10 ans. Mais ces noms je les connaissais très bien. Parce que je les avais vus récemment. L'un d'eux m'avait même demandé de l'aide pour allumer le chauffage la semaine précédente. Troublé, j'ai fermé le dossier. J'ai voulu croire que c'était une erreur administrative, mais à ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte du bureau, un petit coup ou 3 fois. Je me suis levé avec le cœur battant comme un tambour. J'ai ouvert la porte. Personne, seulement le couloir sombre, seulement le silence. Jusqu'à ce que j'entende une voix venant de la salle à manger. Merci d'avoir laissé la radio, mon fils. C'était la voix de Don Gregorio. Don Gregorio était mort il y a 3 semaines et moi-même je l'avais accompagné à l'hôpital quand il s'était décomposé. Il l'avait veillé dans une chapelle proche. J'avais des preuves, des souvenirs, des condoléances, mais sa voix était toujours là. Sa présence aussi. Je me suis approché de la salle à manger. Avec des pas lents, comme celui qui traverse une limite qu'il ne devrait pas franchir, et je l'ai vu. Il n'était pas assis, il était debout, regardant par la fenêtre avec sa chemise de nuit et une expression sereine. Il m'a regardé. Toi, tu écoutes, a-t-il dit simplement. Pas comme les autres. Et il a disparu comme s'il s'était estompé dans les ombres. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai commencé à me demander pourquoi. Moi, pourquoi seulement moi pouvais les voir, les entendre. Qu'y avait-il en moi qui permettait ce croisement de monde? Était-ce de la sensibilité? Était-ce une punition? Était-ce un cadeau? Je ne le savais pas. Mais à partir de ce moment, j'ai su que je n'étais plus seulement un soignant. J'étais devenu, sans le vouloir, le dernier témoin de ceux qui ne voulaient pas être oubliés. Plusieurs mois se sont écoulés depuis cette nuit. J'ai accepté que ce que je voyais n'était pas le fruit de l'imagination. J'ai arrêté de chercher des explications scientifiques. J'ai arrêté de le dire aux autres. Je suis devenu un complice silencieux de ce qui se passait à l'intérieur de ces murs. Je savais que si je parlais plus que nécessaire, ils me considéraient comme instable. Et j'avais besoin de ce travail, non seulement pour l'argent, mais parce que c'était le seul endroit où je sentais que j'appartenais encore à quelque chose. Une nuit d'octobre, je m'en souviens bien, car il pleuvait fort, une nouvelle résidente est arrivée. Une ancienne fragile avec des cheveux si blancs qu'ils ressemblaient à de la neige fraîchement tombée. Elle s'appelait Magdalena. Dès qu'elle a franchi la porte, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, pas de la peur. Quelque chose de plus proche de la reconnaissance, comme si je l'avais déjà vue avant. Mais je ne la connaissais pas, je ne pouvais pas la connaître. Depuis le premier jour, elle m'observait comme si elle savait quelque chose sur moi. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle passait les après-midi à regarder par la fenêtre et les nuits à fredonner une mélodie qui me semblait trop familière. Une berceuse. Je ne pouvais pas arrêter de l'écouter. Une nuit, pendant que je faisais ma ronde, j'ai remarqué que la porte de sa chambre était entr'ouverte.
Je l'ai vue assise sur son lit, avec le regard fixé sur le portrait qu'elle tenait entre ses mains. « Tout va bien, Doña Magdalena, ai-je demandé doucement. Elle a levé les yeux. Elle avait les yeux pleins de larmes. « Savais-tu que j'avais un fils » a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, bien que je n'en ai aucune idée. « Il s'appelait comme toi » a-t-elle chuchoté. « Et il avait ton regard. » Je me suis approché, intrigué. « Comment s'appelait-il » Raoul. Raoul. Ignacio. J'ai ressenti un coup sec dans la poitrine. C'était mon nom complet. Ce n'était pas commun. Seule ma mère l'utilisait. Mais elle était morte il y a des décennies, du moins c'est ce que je croyais. Je suis resté silencieux. « Quel âge as-tu, Raoul » a-t-elle demandé sans me quitter des yeux. « 62 ans. » Elle a fermé les yeux avec force. J'ai perdu mon fils quand il avait 7 ans. Ils l'ont donné pour mort dans un accident, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Je n'ai jamais pu l'enterrer. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Le portrait qu'elle tenait dans ses mains était une photo de moi, enfant. La même photo que ma mère gardait sous son oreiller. Cette nuit-là, j'ai compris que les fantômes ne sont pas seulement ceux qui sont morts, nous le sommes aussi, nous qui portons des blessures ouvertes, celles qui ne se ferment pas avec le temps ni avec le silence. Et alors j'ai réalisé que la maison de retraite n'était pas seulement un refuge pour les personnes âgées, c'était un pont, un endroit où les âmes trouvaient ce qu'elles n'avaient pas pu avoir. Dans la vie, le pardon, la fermeture ou un simple « tu m'as manqué ». La photo était indéniable. C'était moi petit avec un sourire espiègle et une cicatrice sur le sourcil droit que je me suis faite en tombant du vélo. Personne d'autre ne connaissait cette histoire. Personne, sauf ma mère. Je me suis assis en face de Magdalena sans savoir quoi dire. Mon esprit tournait, comme si chaque souvenir de mon enfance commençait à libérer une pièce que je n'avais jamais su qu'il manquait. « Vous avez-vous trouvé cette photo » ai-je demandé d'une voix tremblante. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle l'a seulement caressée avec ses doigts tremblants. « Je l'ai gardée pendant des années » a-t-elle murmuré. Il disait que mon fils était mort dans un accident de bus, mais je n'ai jamais vu le corps. Il n'y a jamais eu de funérailles, seulement des papiers et encore des papiers jusqu'à ce que j'arrête de chercher. Je suis tombé malade, ils m'ont interné et la vie a continué. Je lui ai pris la main sans oser encore accepter ce que le cœur commençait à me crier. Cette femme pouvait être ma mère. Et alors un souvenir enterré par le temps m'est venu à l'esprit. Une femme qui courait derrière moi dans une gare en criant mon nom. J'allais en tenant la main de quelqu'un d'autre. Ils m'ont fait monter dans une voiture. Ils m'ont dit que maman n'allait plus revenir. Ils m'ont emmené loin. J'ai été adopté par une bonne famille, mais stricte. Je n'ai jamais trop posé de questions. Ils m'ont élevé. Avec affection, mais avec des réserves. Et quand à l'adolescence j'ai essayé de chercher mes origines, je n'ai rien trouvé, seulement des papiers incomplets, comme si quelqu'un avait voulu effacer cette partie de mon histoire. Magdalena, ai-je dit en avalant ma salive. Où viviez-vous quand vous avez perdu votre fils ? Elle m'a donné une adresse. C'était la même ville où j'avais grandi, la même où cet accident avait eu lieu. Il n'était pas possible que tout soit une coïncidence. Où pouvons-nous faire un test ADN ? ai-je demandé en craignant sa réponse. Elle a hoché la tête et pour la première fois en 20 ans, elle m'a serré dans ses bras. Pas comme une ancienne effrayée, elle m'a serré dans ses bras comme une mère, comme quelqu'un qui avait enfin trouvé ce qu'elle n'avait jamais cessé de chercher. Les résultats ont pris 2 semaines. Pendant ce temps, la maison est devenue plus silencieuse, comme si la maison de retraite elle-même retenait son souffle. Quand l'enveloppe avec les résultats est arrivée, je n'ai pas voulu l'ouvrir. Je l'ai laissée sur la table de la salle à manger à côté de son thé préféré. Elle l'a prise dans ses mains, l'a ouverte sans hâter et a lu. Elle a pleuré. Nous avons pleuré. C'était vrai. J'étais son fils et pendant des années, sans le savoir,
j'avais pris soin de l'endroit qui était aussi devenu sa demeure finale. Parce que 2 jours après, Magdalena est morte en paix avec un sourire et ma main tenant la sienne. Magdalena est morte une nuit tranquille. Ni tempête ni ombre, seulement le léger chant d'un grillon et la paix d'une bougie allumée qui ne s'est pas éteinte jusqu'après l'aube. J'ai accompagné son corps jusqu'au cimetière, mais je n'ai pas pleuré. Pas de tristesse. J'ai pleuré pour tout ce dont je ne me souvenais pas, pour ce qu'il m'avait arraché enfant, pour les années où elle était seule, se demandant si j'étais encore vivant et pour les miennes grandissant sans savoir d'où je venais. Ce jour-là, la maison de retraite a changé. Tout a changé. Je n'entendais plus de pas dans les couloirs, je ne voyais plus les morts apparaître dans la salle à manger. C'était comme si avec le départ de ma mère, le cycle s'était fermé. Comme si son âme avait été la dernière qui avait besoin de dire au revoir pour que l'endroit se repose. Mais alors j'ai compris quelque chose de plus profond. Peut-être avais-je été placé là pour cela, pas par accident, pas par nécessité professionnelle, mais par dessein, pour écouter les voix que les autres n'entendaient pas, pour voir ce que les autres craignaient, pour tenir la main de ceux qui partaient. Apporter du réconfort à ceux qui avaient encore peur de traverser. Cette nuit-là, après l'enterrement, j'ai allumé la vieille radio de la salle à manger, la même que dont Gregorio utilisait. Et sans m'y attendre, une vieille chanson a sonné, une berceuse, la même mélodie que Magdalena fredonnait chaque nuit depuis son lit. Je n'ai pas ressenti de peur, j'ai fermé les yeux et j'ai souri. Je me suis levé de la chaise et j'ai marché vers le couloir. Je sentais une présence chaleureuse, comme si de nombreuses âmes marchaient avec moi, comme si enfin la maison de retraite avait fait son travail, non seulement donner refuge, mais réconcilier les vivants avec leurs morts. Depuis lors, je n'ai plus jamais vu un fantôme dans la salle à manger. Mais parfois, quand les lumières scintillent ou quand le vent bouge un rideau sans raison, je sais qu'ils sont encore là. Pas piégés, pas perdus, juste reconnaissants. Et moi aussi, parce que bien que j'ai passé la moitié de ma vie entre des murs silencieux et des pas étouffés, c'est dans cet endroit que j'ai retrouvé ma mère, où j'ai compris que parfois le plus grand miracle n'est pas d'éviter la mort, mais de guérir avant qu'elle n'arrive. Aujourd'hui, la maison de retraite est plus silencieuse que jamais. Les murs ont été repeints, les chambres ont été rénovées. Il ne reste plus beaucoup de visages familiers. Beaucoup sont partis et d'autres ont été remplacés par de jeunes infirmiers qui marchent vite, sans s'arrêter pour regarder, comme si le temps leur pesait, comme s'ils étaient là seulement de passage. Je suis toujours ici, à mes 72 ans. Je ne peux plus courir comme avant, mais j'ai encore la force de préparer le petit déjeuner, pousser un fauteuil roulant haut. M'asseoir avec quelqu'un pour prendre le thé en écoutant une histoire qui a peut-être été répétée 1000 fois. Peu importe, chaque histoire mérite d'être racontée comme si c'était la première. Parfois, on me demande pourquoi je n'ai pas pris ma retraite, pourquoi je ne suis pas parti quand je le pouvais et ma réponse est toujours la même, parce que cet endroit m'a choisi bien avant que je sache ce que c'était de perdre quelqu'un. Certains m'appellent le gardien de la maison de retraite, d'autres disent que je suis un peu bizarre. C'est bien, je n'ai pas besoin qu'ils me comprennent. Je veux seulement que, quand ils ferment les yeux pour la dernière fois, ils le fassent en sachant qu'ils ne sont pas seuls. Il y a quelques jours, une jeune bénévole a trouvé une vieille boîte parmi les affaires des archives. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos, y compris une de moi enfant, encadrée dans un papier usé, là même que Magdalena gardait. La jeune femme m'a demandé si c'était moi. J'ai hoché la tête avec un sourire. Et qui la gardait, a-t-elle voulu savoir? Ma mère, ai-je dit. Je l'ai trouvée ici. Ou peut-être qu'elle m'a trouvé. Elle m'a regardé, confuse, mais n'a rien dit de plus. Elle s'est éloignée avec la boîte dans les bras, sans comprendre que parfois les plus grands secrets n'ont pas besoin d'être expliqués. Seulement ressentis. Et ce matin, en balayant la salle à manger vide, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. Un homme âgé. Grand, en costume gris, avec une canne. Il a souri en passant, m'a salué de la tête et puis a disparu par là. Porte qui donne sur le jardin. Don Gregorio. Ils viennent encore, ils me rendent encore visite,
mais plus pour rester, seulement pour remercier. Peut-être qu'un jour moi aussi je marcherai dans ce couloir et saluerai le prochain qui prendra soin de cet endroit. Peut-être que je le ferai avec un sourire ou en fredonnant cette vieille berceuse. Et quand mon tour viendra, je n'aurai pas peur, parce que j'ai appris que la mort n'est pas la fin, c'est juste une chambre de plus au bout du couloir.